Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer. Il est 11 heures passé de 1 minute, 2 minutes. Je pense que voilà, on aura peut-être des gens qui vont se connecter un peu plus tard. Et, de toute façon, le webinaire est enregistré. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci infiniment de votre inscription et de votre participation à notre webinaire. Ensemble, nous allons parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, appliquée à l'automatisation des tests. Vous allez notamment découvrir Vision AI, qui est la toute dernière innovation intégrée à la plateforme d'automatisation des tests de bout en bout, Tricentis Tosca, que certains d'entre vous connaissent déjà. Nous nous intéressons plus particulièrement à l'usage de l'IA et des tests d'interface utilisateur, ou autrement dit, des tests IHM ou UI. Alors, du coup, je vous propose tout d'abord de vous parler de quelques informations importantes. Donc, tout d'abord, le webinaire est enregistré. Il y aura un lien vers l'enregistrement qui vous sera mis à votre disposition. Votre micro est désactivé, vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions. Vous pouvez poser des questions également en l'espace qui est prévu à cet effet, qui s'appelle Q et R si vous êtes en français. Et nous répondrons à un maximum de questions à la fin de ce webinaire, dans la mesure du possible. Un questionnaire satisfaction vous sera aussi proposé à la fin, et ce serait sympa si vous pouviez y répondre pour nous permettre de nous améliorer. Les présentateurs pour aujourd'hui, donc déjà, moi je suis Nicolas Legge, le fondateur et directeur général d'Atenco. Et je serai le co-présenteur aujourd'hui avec Tristan Tréboz, qui est consultant senior, expert en automatisation et formateur certifié. Bonjour à tous. Bonjour Tristan. Sans plus attendre, voici votre agenda pour aujourd'hui. Donc, nous commencerons par une introduction, puis on abordera le contexte actuel dans les tests et puis la valeur de l'intelligence artificielle. Puis, ce sera une grosse partie aujourd'hui, une démo de Vision AI, et nous poursuivrons avec la traditionnelle session de questions et réponses. Nous avons voulu avoir un créneau relativement court de 45 minutes, donc nous ferons tout pour respecter ce timing. Tout d'abord, quelques mots sur Atenco. Donc, nous avons fondé déjà Atenco pour répondre à une forte demande de nos clients en matière d'expertise sur les tests et avec une présence locale en français. Entre parenthèses, c'est quand même rarement le cas pour les éditeurs étrangers, pour avoir travaillé aussi dans cet univers avant. Atenco est donc votre partenaire francophone dédié aux tests logiciels, votre point de contact unique pour défendre finalement vos intérêts et faciliter la relation avec les éditeurs. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures solutions du marché pour vous offrir une solution de test à la fois complète et modulaire. Le tout avec les meilleures conditions commerciales négociées globalement. Cela constitue pour nous un positionnement unique en Europe. Nous travaillons déjà avec des sociétés de toute taille, y compris les sociétés du CAC 40 en France et de tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs privés et publics. Nous proposons à ce jour un écosystème très riche, composé de 9 éditeurs, leaders dans leur secteur et dans leur segment de marché. Certains éditeurs sont évidemment bien connus de la communauté française du test, comme Enix, Smart Testing et Neotis. Par ailleurs, nous sommes très heureux de représenter et de vous faire découvrir les leaders internationaux comme Tricentis, Perfecto, Applitool, Deque et Digital AI. Donc là, on trouve vraiment un panel de tests complet, des tests de performance, d'accessibilité, des tests manuels, d'exploratoire, de la conception visuelle, des tests fonctionnels de bout en bout, mobile, web. Vraiment, on a une offre vraiment très complète. Plus particulièrement aujourd'hui, nous allons nous intéresser finalement à la suite Tricentis. Donc, c'est vrai que cette suite Tricentis, donc elle est composée de plusieurs solutions. Dans un premier temps, vous avez la solution Qtest. Je qualifierais Qtest de la tour de contrôle de vos tests, nativement intégrée à Jira et en temps réel, avec l'avantage tout de même d'être indépendante de Jira. Ce n'est pas un plugin, contrairement à d'autres solutions. Et ainsi, elle est parfaitement adaptée à l'agilité, mais également au cycle en V, plus traditionnel dans l'entreprise. Au centre de cette diapositive, vous voyez Tosca. Tosca, c'est la plateforme leader des tests de bout en bout, sans code, et reposant sur la création de modules et l'exécution de ces modules. Notamment, Tosca est nommé leader dans le Magic Quadrant Gartner depuis 5 années consécutives. C'est vraiment une solution très solide. Tosca supporte à ce jour plus de 160 technologies. Ça en fait la solution de prédilection pour assurer une assurance qualité vraiment transverse pour l'ensemble de votre système d'information. Et d'ailleurs, Vision AI, que nous allons vous montrer aujourd'hui, est nativement intégrée à Tosca.
Enfin, sur la droite, la solution LiveCompare, qui aujourd'hui est réservée aux solutions plutôt SAP et très prochainement aussi sur Salesforce. L'intérêt de LiveCompare, c'est finalement de vous permettre de l'analyse d'impact intelligente et dotée d'une intelligence artificielle efficace. Elle est d'une efficacité redoutable pour vous permettre d'aller vraiment déterminer ce qui doit être testé. À l'instar, je dirais, des éditeurs que nous représentons, et en plus avec une connaissance approfondie de vos contextes et de vos enjeux, Atenco est en mesure de vous accompagner dans différentes phases de vos projets afin de vous aider à tirer profit au maximum des solutions et ainsi maximiser vos investissements tout en atteignant vos objectifs d'excellence logicielle. Voilà, c'est un peu tout pour l'introduction. Maintenant, je vous propose vraiment de parler un peu plus du sujet du jour, de l'intelligence artificielle en elle-même. Donc là, je ne sais pas si vous êtes intéressé à regarder sur Google ou faire des recherches sur l'intelligence artificielle vis-à-vis des tests automatisés. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que là, on voit sur Google plus de 100 millions de résultats. Il y a plus de 500 000 vidéos qui traitent du sujet et il y a plus de 300 000 nouveaux articles. Donc, c'est énorme l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et là, si vraiment donc ça, ce sont des statistiques qui viennent du World Quality Report de 2020-2021, édité par Sogeti. Donc, on constate que l'IA a le vent en poupe, évidemment. Selon 80% des interrogés, l'IA représente la plus grosse croissance potentielle dans les activités de test. Il y avait à peu près 1750 personnes interrogées dans ce rapport. C'est vraiment important. Ensuite, on constate que 9 personnes sur 10, quasiment, jugent l'IA essentielle dans le choix des solutions de test. C'est énorme. Et puis, 68% des interrogés considèrent avoir les bons outils d'automatisation en place aujourd'hui. Pourtant, ce que donne comme indication le rapport, c'est que 4 applications sur 10 sont jugées assez stables aujourd'hui pour l'automatisation. En conséquence, on peut constater des tests IHM réalisés à la main en dernière minute ou mal automatisés, difficiles à maintenir. Cela ne convient pas, évidemment. Pour accélérer la cadence des livraisons, il est nécessaire d'automatiser la majorité des applications et pas seulement 40%. Ensuite, je dirais que il y a 37% pardon, qui constatent un ROI positif sur l'automatisation. Et là, vraiment, il est urgent et important que l'automatisation tienne ses promesses vis-à-vis du management et des sociétés. Après, 48% estiment avoir le bon niveau de compétences et d'expérience aujourd'hui pour automatiser. Donc là, on se constate qu'il y a vraiment un manquement en termes de compétences. Et souvent, effectivement, l'automatisation est une affaire d'experts. Donc, des personnes difficiles à recruter, difficiles à former et à garder également. Les problématiques des tests IHM que l'on rencontre, d'une part, les tests IHM cassent beaucoup. L'IHM évolue en permanence, ils sont fragiles du coup. Il faut constamment maintenir ces tests et alors, ou alors les tests automatisés ne passeront plus. Deuxièmement, comme on en a parlé de la compétence, il faut généralement avoir de très bonnes compétences techniques pour pouvoir automatiser. Et puis, aujourd'hui, tout le monde veut livrer des applications plus rapidement, sans pour autant mettre en péril la qualité. Malheureusement, les tests IHM sont souvent réalisés trop tard, car l'IHM est disponible à la fin du sprint. Peut-être exécuté trop tard génère du stress et des bugs potentiels en production. Voilà. Si on va un peu plus dans le détail, là, si on se concentre sur la fragilité des tests IHM, dans cet exemple de migration de Salesforce classique vers Lightning, on constate qu'il faut maintenir son cas de test IHM avec un script. Vous voyez, il y a du code, et ce que vous voyez à l'écran, c'est complètement différent. Et même si je dirais qu'on veut tester la nouvelle interface, on retrouve les mêmes champs, quasiment, opportunité, mais il va falloir maintenir et faire évoluer son cas de test. Ensuite, il y a une certaine complexité. Maintenir des scripts automatisés ou les créer n'est pas fait pour tout le monde. C'est difficile je dirais à coder, à scripter, à lire et donc à maintenir. Puis on parle souvent de shift left de plus en plus. Ceci, c'est une représentation visuelle simplifiée d'un sprint. Il y a la phase de design, la phase du build test et la phase de déploiement, de mise en production. Les tests IHM, bien souvent réalisés à la fin, juste avant le déploiement.
Donc nous, en fait, ce qu'on pense qui serait intéressant, c'est que les tests IHM soient faits plus tôt. En revanche, à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment possible. Et avec l'apport de l'intelligence artificielle, vous allez le voir, hein, ce sera vraiment quelque chose qui serait envisageable. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si pour vous, la machine voyait comme nous. Eh bien, elle s'adapterait au changement visuel comme nous, comme un être humain. Et puis, si le code, nous pouvions masquer le code, par exemple, avec une couche d'abstraction, alors l'automatisation des tests IHM serait vraiment accessible au plus grand nombre. Enfin, si l'automatisation des tests intervenait au début du sprint, le shift left serait vraiment possible. Vision AI représente aujourd'hui une nouvelle génération pour l'automatisation. La solution est universelle, elle est conçue pour interagir avec toutes vos applications, y compris celles qui tournent en environnement virtualisé, comme Citrix, par exemple. Elle est dotée d'une capacité d'auto-guérison, aussi appelée le self-healing dans le monde du test, car elle s'adapte aux changements visuels sur votre IHM. La maintenance des cas de test est ainsi grandement facilitée. Et puis, elle permet enfin de préparer les tests IHM beaucoup plus tôt, avant même, et ça c'est important, avant même que la première ligne de code soit disponible au moment du design. C'est ce que vous allez voir dès maintenant dans la démo que Tristan nous a préparée. Donc Tristan, je te prie, j'arrête de partager, tu peux y aller. D'accord, merci Nicolas. Bon, là, on ne voit pas encore ton écran. Ouais, ça arrive normalement. Voilà, je pense que c'est bon. C'est parfait. Nickel. Merci Nicolas pour l'introduction et puis la présentation de Vision AI. Alors, là, je vous propose de faire une démonstration de tout ça. Donc là, ce qu'on va voir, c'est voilà, comment Vision AI fonctionne. On va utiliser ça montrer dans Tosca Commander. Tosca Commander, c'est cette application-là que vous voyez ici, qui est l'atelier du test de Tosca. C'est là qu'on crée des cas de test automatisés. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'automatisation. Normalement, il y a beaucoup plus de sections que ça. Hein. On peut gérer les exigences, les exécutions. On peut aussi variabiliser des cas de test avec Tosca. On peut faire beaucoup de choses, gérer des données de test dynamiques. Et là, on va vraiment se focaliser sur l'automatisation et sur la problématique principale qui est l'identification des contrôles. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui juste deux sections qui sont les modules et les cas de test. Alors les cas de test, eh bien, un cas de test, c'est ce qui vient tester un process métier, tester une fonctionnalité, tester un parcours client par exemple. Donc c'est une suite d'étapes. Et ces étapes, donc avec Tosca, on fait ça sans code. Hein. Donc ça se base sur des modules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code. On va utiliser des modules qui correspondront à des pas de test. Et donc ça, c'est bien sans code. Ces modules contiennent les informations pour actionner les contrôles de l'application. Donc, quand dans votre parcours, vous avez remplir un champ, eh bien, quand on exécute le cas de test, on va passer par le module pour faire le lien avec l'application dans laquelle il va falloir remplir ce champ. Donc, on va avoir différentes choses aujourd'hui. On va rappeler quand même les principes, donc voir le moteur classique. Donc, il faut savoir que maintenant, on utilise des moteurs dans Tosca pour différentes technologies. Donc, quand on a du HTML, alors c'est le moteur HTML qui va nous permettre d'automatiser l'application. Quand c'est une application Java, eh bien, on va utiliser des moteurs Java. Donc, c'est vraiment par technologie, en fait. Et puis après, on va voir donc, le moteur classique. Puis après, on va utiliser Vision AI de trois façons différentes pour des cas d'usage différents. Donc, aussi bien venir compléter l'automatisation, parce que cette problématique d'identification, c'est un peu la difficulté de faire des cas de test solides, hein, qui sont pas cassants. Et puis même jusqu'à montrer comment on pourrait appliquer du shift left avec Vision AI. Alors, pour illustrer tout ça, on va utiliser l'application que vous avez déjà vue peut-être souvent. C'est l'application de calculateur d'assurance qui, pour en fait différents types de véhicules, on a les 4 types de véhicules, on a un parcours qui nous permet d'obtenir un devis pour un véhicule, en fait. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc, revenons à Tosca. Donc déjà, rappelons un petit peu les principes. Hein. Donc un cas de test, là je vais créer ça dans ce répertoire ici.
situation d'assurance. Donc là, c'est un cas test qui pour l'instant est vide, hein, qui ne contient rien du tout. Et donc la première étape, eh bien, c'est d'ouvrir l'application. Ça a déjà été fait. Mais pour montrer un peu comment fonctionnent les modules, on va utiliser un module existant. Et la première étape qu'on veut faire, en fait, c'est eh bien cliquer sur ce lien automobile pour accéder à ce formulaire. Et c'est ce formulaire-là qu'on va scanner de différentes façons, avec les méthodes classiques, puis avec Vision AI. Alors, pour ajouter un module, eh bien, je peux tout simplement, quand il existe, le retrouver avec le Fuzzy Search, section type de véhicule, qui est ici. J'en ai d'autres, hein, mais là, je peux trouver très facilement. Ça ajoute une première étape, comme vous le voyez, et dans cette liste d'options, qui techniquement, on le voit, sont représentées par des liens, eh bien, je vais vouloir faire clic sur le lien automobile. Et ça veut dire que derrière, ça va utiliser ce module pour cliquer sur le lien automobile et donc accéder à l'écran suivant. Donc ça, je peux l'exécuter. Et donc, il va retrouver l'application, puis retrouver le lien, vous le voyez, cliquer sur automobile. Et voilà, alors il a fait juste une étape, mais on rappelle comme ça comment fonctionnent ces modules. Maintenant, la problématique, bien sûr, c'est de créer ces modules. On va commencer par utiliser la méthode classique, j'ai envie de dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner tout ce formulaire-là. Vous voyez, différents types de contrôles. Là, il y a des listes déroulantes. Là, il y a des champs de saisie. Les autres champs de saisie plus ou moins compliqués. Et puis un bouton OK. Alors, pour scanner ce formulaire, je viens dans la partie module et j'utilise ce qu'on appelle le scan. Le scan, il y a différentes options. On va utiliser application, mais vous voyez qu'on peut aussi scanner des API, des applications mobiles, PDF. Enfin, là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je prends application. Et en gros, ça scanne tout type d'interface. Et c'est Tosca qui va identifier les technologies derrière, en fait. Donc là, il me trouve tout ce que j'ai sur mon poste. Et on voit que c'est cette application-là que je souhaite scanner. Alors, juste un petit truc aussi, c'est quand vous faites clic droit, vous pouvez sélectionner le moteur que vous voulez utiliser derrière. Normalement, on va plutôt privilégier le moteur spécialisé à la technologie. Là, on voit que c'est dans un navigateur, que c'est du HTML. Donc, Tosca nous dit, ben, voilà, je présélectionne HTML. Ceci dit, il y a d'autres options. Neo, c'est le moteur de Vision AI. C'est le nom du moteur. Donc, on va le sélectionner après. On a aussi d'autres possibilités ici. Parfois, ça ne suffit pas. Donc, on vient compléter avec d'autres moteurs pour résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Mais là, on va prendre le moteur HTML classique, puis après, on prendra Neo. Donc, on sélectionne cette application, je fais scan, et vous allez voir que rapidement, Tosca identifie tous les contrôles. Je me mets en mode basique, qui est assez simple d'utilisation. Et sur l'écran, je vais sélectionner directement les champs qui m'intéressent. Alors, dans les modules, hein, on sélectionne vraiment ce qui nous intéresse. Des contrôles, en fait, il y en a des centaines dans cette page, qui ne sont pas tous visibles d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, parce que je vais remplir ce formulaire, puis faire suivant. Quand on va un petit peu plus dans le détail, et on revient à ce qui a été sélectionné, on voit en fait c'était sélectionné sur la base de propriétés. C'est-à-dire que pour retrouver ce champ constructeur, eh bien, on utilise des propriétés. Pour voir que ce sont des objets, en fait, comme des objets, comme comme tout ce qui vous entoure. Ces objets ont des caractéristiques. Par exemple, juste le fait que ça soit une liste déroulante, c'est une caractéristique de cet objet. Et là, on voit qu'il y a des ID. Donc là, on voit en fait comment est-ce qu'on peut le retrouver. Là, on a des propriétés, on a un ID. Un ID, c'est très pratique parce que ça permet à coup sûr de retrouver cet objet. Bon, là, c'est une application qui était développée par l'éditeur, donc on s'est aussi simplifié la tâche, mais on pourrait très bien supprimer, ne pas prendre l'ID, et du coup, on voit qu'on a un problème. En fait, il n'est pas unique parce qu'il y a d'autres objets de type liste déroulante. Si par contre je prends nom, alors c'est la seule liste déroulante qui est associée avec ce nom-là. Donc là, ça me permet de résoudre ce problème. Si, là, ça arrive quand même de temps en temps, on n'arrive pas à résoudre ce problème avec des propriétés, alors on a d'autres solutions, par des encres, par des images, par index également. Donc là, on rentre pas très dans le détail, mais on a différents moyens de résoudre ce problème.
Là, je vais seulement conserver ce qui avait été sélectionné au départ et enregistrer mon module. Je vais le renommer d'ailleurs avec le qui était construit avec le moteur HTML. Donc là, c'est la méthode classique en fait pour créer des modules. On va se baser sur les propriétés de l'objet que l'on souhaite retrouver. Maintenant, on a un module avec tous ces contrôles que je vais utiliser dans mon cas de test. Et là, je vais ensuite eh bien, remplir les informations pour la deuxième étape. Et rapidement saisir les valeurs qui permettront de voir si ça marche bien. Allez, je vais mettre ça en. Et si c'est un contrôle de petits boutons, je peux faire clic. Donc là, j'utilise ce module et je mets cette valorisation-là pour exécuter cette étape. Bon, ça s'exécute en général assez rapidement. Mais là, il va retrouver les contrôles que je vais demander et il va saisir l'information qu'on lui a demandé dans le cas de test et saisir OK. Et on arrive sur l'étape suivante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais avec vision AI. Là, je vais créer un autre cas de test. Avec vision AI. Donc là, c'était HTML. Donc là, on va revenir sur notre étape précédente. Et on va scanner la même chose maintenant avec le moteur Neo. Vous allez voir que c'est vraiment différent. Donc là, le cas d'usage, c'est vraiment de venir compléter cette automatisation. Là, on a des cas difficiles. Là, on a des cas où, avec les propriétés et les autres techniques, on n'y arrive pas. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser Neo, qui va se baser justement sur la reconnaissance des objets sur cette page et venir nous aider à automatiser. Donc là, on est vraiment dans un cas où l'application existe déjà, on a déjà des contrôles, on a déjà un code, on a déjà une page, on a déjà du HTML dans ce cas-là, et on n'arrive pas forcément, et ça peut arriver souvent, on n'arrive pas forcément à l'automatiser et d'avoir une automatisation robuste. Donc dans ce cas-là, on va choisir le moteur Neo de la plateforme Vision AI et faire un nouveau scan. Là, on nous explique un petit peu ce que fait Neo, hein, que ça fonctionne sur la reconnaissance visuelle des objets. Et là, on va activer ce moteur. On laisse un petit peu le temps d'analyser ce qu'il voit. Là, vous voyez qu'on a aussi une liste d'objets. Je vais mettre en mode basique également. Et je vais, comme pour la première fois, et là, vous voyez que pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, retrouver ces objets. On voit très bien un champ de saisie, une liste déroulante. Je pourrais aller plus vite d'ailleurs. Et on voit qu'il retrouve le bouton également, et en fait, tout objet, comme avant. Un détail près, c'est que cette fois, il n'est pas passé par les informations techniques des objets, en fait. Il n'est pas allé voir le code HTML, il n'est pas allé voir le fait que ça, c'est un bouton, ça, c'est une liste déroulante. Là, on a pu créer un module. OK. Donc, ce module qui se trouve ici, eh bien, on a pu, par exemple, retrouver le contrôle make, parce qu'il a identifié que c'était une liste déroulante. Donc ça, c'est le moteur qui est venu identifier cette image et qu'il a identifié qu'il y avait un cadre et ça ressemblait vraiment à une liste déroulante. Donc là, il a associé le contrôle de type liste déroulante avec make. Donc ça a la même chose, hein, ça nous a créé un module et ce module, on va pouvoir l'utiliser et l'ajouter à notre nouveau cas de test. Et de la même façon,
bien, on va valoriser cette étape. Pareil, on va faire un clic également. Donc là, j'ai un module qui a été scanné par Vision AI et que je vais pouvoir maintenant exécuter. Alors, je suis bien sur le bon écran, oui, forcément, mais j'exécute cette étape. Et vous allez voir que finalement, Tosca va pouvoir exécuter de la même façon, enseigner les différents champs avec les valeurs qu'on lui a données. Mais cette fois, en passant par la reconnaissance optique des contrôles sur l'écran. Donc, il faut bien voir que si c'est vraiment très intéressant cette approche parce que du coup, je n'ai pas besoin de données techniques. Donc, comme Nicolas en avait déjà parlé avant, Citrix par exemple, où ça nous retourne une image, avant, il fallait se débrouiller avec l'identification par image. On sait que c'est en fait, ça dépend de la résolution, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est pas vraiment, on peut dire, c'est plutôt une technique qu'on essaie d'éviter quand on n'a pas le choix, même si ça nous aurait bien desservi dans d'autres cas. Et bien là, en fait, on n'a absolument pas besoin. Du moment qu'on a une image, on va pouvoir travailler dessus. Et on peut illustrer ça justement. Et vous allez voir que c'est un peu déroutant à première vue, mais on va pouvoir l'illustrer en faisant un autre exemple. Imaginons que je n'ai qu'une image et que même si j'ai une application derrière, eh bien, je n'ai qu'une image à disposition. Et bien, je vais pouvoir de la même façon finalement scanner. Je vais passer par ce menu-là. Attendez une petite seconde. Je vais faire une copie d'écran d'abord. Je vais mettre sur cette page-là. Voilà, là j'ai pris mon outil de capture d'écran. Vous voyez que là j'ai juste une capture d'écran. Dans mon scan, je vais faire un petit refresh. Voilà, là on voit mon outil de capture d'écran. Et là, pour le coup, il ne peut pas passer par un moteur HTML. Je n'ai pas de contrôle, je n'ai pas d'éléments techniques, je n'ai pas de code. Donc là, je vais utiliser Neo de fait. Donc, je sélectionne bien mon outil de capture d'écran. Je valide. Et là, finalement, Neo, de la même façon, et Vision AI, je me mets en mode classique. Ça a beau être une image, mais fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que là, comme j'étais sur l'application la première fois, mais voilà, vous voyez qu'il reconnaît les objets de la même façon. Donc là, c'est un champ de saisie cette fois, mais c'est pas vraiment un problème, parce qu'on va quand même pouvoir l'aider aussi. Et ici, il retrouve bien les champs de saisie et le bouton d'ailleurs Next, comme vous le voyez ici. Et là, je suis vraiment en mode sélection sur l'écran, mais directement sur une copie d'écran. Donc, mais ça marche quasiment de la même façon. Du moment qu'il reconnaît, il a une image analysée, il peut reconnaître les éléments sur cette image. Et donc, grâce à son réseau de neurones, il peut identifier que c'est un champ de saisie ou un bouton, ainsi de suite, parce qu'il a déjà appris beaucoup de ce type d'écran-là. Maintenant, c'est vrai que quand on va voir sur le mode avancé, on voit que Make, par exemple, s'il a plutôt mis un champ input, en fait, ça marcherait aussi, je pense. Hein, on peut lui dire ça, c'est une drop-down. Voilà. Le texte associé, de toute façon, ce n'était pas un critère. Mais c'est bien make. Pareil pour l'engine performance. Number of seats. Donc, et manual manage. Voilà, on a tout ce qu'il faut maintenant pour retrouver nos éléments sur l'écran. Donc ça, je peux l'enregistrer. Ça nous a créé notre module. D'ailleurs, je vais fermer cet outil de capture. Ça nous a créé un nouveau
un nouveau module. Je vais quand même le renommer. Vision avec Snappy Tool. Il y a quand même un petit détail. Il faut quand même l'aider un petit peu parce que maintenant, il faut qu'on fasse le lien entre ce qu'on a scanné là dans le module et avec la fenêtre dans laquelle on souhaite activer les contrôles. Donc là, notre fenêtre, c'est Intervéhicule Data. Moi, je vais rapidement lui dire que le titre de la fenêtre, c'est Enter quelque chose. Et ça lui suffira. Maintenant, ce module, vous connaissez la suite. Je vais créer un cas test à partir de ce module-là. Et c'est le cas de la copie d'écran. Et on va remplir les informations qu'on a fait avant. Il faut vraiment renseigner les bonnes valeurs. Et à la fin, le clic. Voilà. Donc ce cas de test, je vais pouvoir l'exécuter également. Et bien qu'on soit parti d'une image, qui soit en fait une copie d'écran de ce qu'on voulait activer, eh bien, grâce à Vision AI, on peut retrouver les contrôles de la même façon et remplir ce formulaire. Et Tosca peut faire la même chose, donc automatiser cette étape-là. Ah, ça, c'est vraiment important parce qu'on voit vraiment qu'on n'a pas besoin de l'application. On n'a pas besoin des contrôles. C'est vraiment le cas quand c'est pas accessible. Il y a d'autres cas aussi où il n'y a pas forcément de moteur pour la technologie. Je pense à certains des plateformes de logistique qui utilisent des technos comme Qt par exemple, où là on peut pas le faire non plus avec Tosca. Donc il y a quand même des cas où Vision AI viendra compléter et résoudre plein de problèmes qu'on ne pouvait pas régler avant. Maintenant, parce que je vous ai dit que ça marchait, on a déjà vu que ça marchait sur une image, on peut aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire que quand on parle maintenant, ça c'est un peu le troisième cas, c'est le cas du shift left. Donc on parle de shift left beaucoup avec le test d'API parce que là l'interface n'est jamais quelque chose qui évolue beaucoup. Par contre, on sait à quoi elle va ressembler l'interface. On fait beaucoup de mock-up quand on fait des applications. Donc imaginons qu'on a ici, là je partage avec vous un document un prototype, hein, où là on a notre application, disons qu'elle n'existe pas encore, ou alors là, cette nouvelle partie n'existe pas encore dans l'application, eh bien on a tout un descriptif de ce que fait l'application, quel est le parcours utilisateur et tout, et là on peut avoir ce genre de choses. Donc là on a directement un prototype de ce à quoi devrait ressembler l'interface au final. Et bien ça, plus toute l'information, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, on peut le scanner également. Tout ce dont a besoin Vision AI, c'est quels sont les contrôles et quels sont les types de contrôles. Ensuite, c'est lui qui va se débrouiller pour les retrouver. Donc, ce PowerPoint-là, on va pour le scanner également. Comme on a fait depuis le départ, je fais Scan Application et je vais sélectionner mon PowerPoint dans la liste des applications disponibles. On passe bien par ce moteur-là et je fais un scan. Vous voyez qu'ici, comme il a toujours fait, il va être capable d'identifier les différents contrôles. Alors là, c'est bien un champ de saisie. Là, c'est bien une liste déroulante. Et je vais faire exactement comme j'ai fait depuis le début. Je vais sélectionner mes champs un par un. Je pourrais sélectionner d'autres choses. Parfois, d'ailleurs, il identifie des listes. Donc, c'est quand même déjà très élaboré. Et de la même façon, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des mecs, par exemple, qui décidément ce matin, on va l'aider un petit peu. Des fois, il nous propose d'ailleurs l'autre type de contrôle qu'on pourrait avoir. Là, j'en ai pas besoin.
performance. On va utiliser son nom complet, Engine Performance. Date de mise en circulation, de construction. Pareil pour list price. Je pense que pas. Des fois, s'il nous propose d'autres ID, de valider donc avant la création des modules. Et puis une fois que ça a été fait, le module a été créé. Et on va pouvoir revenir dans Tosca avec cet exemple de module qui a été scanné directement sur le prototype. Donc là, ici, comme on l'avait fait précédemment, on met bien le nom de la fenêtre pour qu'il puisse le retrouver tout simplement. Mais vous voyez qu'on a les contrôles de la même façon. On va venir créer un nouveau cas de test. Cette fois qu'on va appeler calculateur d'assurance depuis un PowerPoint. Comme on l'a fait depuis le début, on va saisir les informations pour un type de véhicule. On pourrait prendre vraiment quel type de valeur. Je me déplace, je vais renseigner ça. Et le bouton Next. Et de la même façon, il va être capable de retrouver ces mêmes contrôles. Alors je rappelle, hein, c'était vraiment créé à partir de ce PowerPoint. Mais lui, ça lui suffit. Il comprend que il arrive grâce à sa reconnaissance et ses réseaux de neurones, capable de retrouver ces objets. Donc, on va pouvoir exécuter de la même façon cette étape et on va voir que Tosca va pouvoir, grâce à Vision AI, retrouver ses contrôles sur l'écran. Je vais me mettre sur la bonne page. Il va pouvoir identifier et remplir les différentes valeurs. Alors parfois, quand c'est un petit peu loin quand même de la réalité, ça lui demande un peu plus de temps d'analyse, mais vous voyez que c'est quand même extrêmement rapide, hein, et que ça fait aussi bien le travail et que cette étape a été passée avec succès. Voilà, Nicolas, je te rends la parole. C'est la fin de cette démo. Merci infiniment, Tristan, pour cette très belle démo, pour qu'il nous donne un bon aperçu de Vision AI et de ses capacités. Je propose de prendre quelques questions. Je vais prendre une première question. Question très simple. Est-ce que, en fait, c'est inclus la licence? Est-ce que c'est livré dans Tosca ou est-ce que c'est une licence supplémentaire? Moi, je peux y répondre, hein. C'est inclus dans les licences Tosca. Ça, c'est clair. Autre question que je trouve très intéressante. Si l'ergonomie d'un écran change ou qu'un élément change de position, est-ce qu'on doit scanner à nouveau? Ça, c'est pour toi, Tristan. Non, en fait, du moment qu'il s'est appareillé, il doit retrouver sans trop de problème cet élément. Là, on a vu un exemple sur Salesforce, par exemple, il saura retrouver le champ de saisie qui correspond au champ demandé, en fait. Donc, c'est très résilient. Ce ne sera pas la peine de rescanner. Ok. Alors, une petite question qu'on a aussi, c'est est-ce que Vision AI, ça fonctionne aussi pour les tests mobiles? Alors, actuellement, alors c'est pas encore intégré avec le moteur mobile, hein. Il y a un moteur mobile Engine 3.0. C'est pas encore intégré avec, mais ça va être le cas. C'est un des objectifs des équipes produits. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on peut utiliser Vision AI avec un émulateur, mais pas de terminaux réels. Oui, puis je précise quand même une chose, c'est que, par exemple, c'est vrai que pour le moment, c'est pas pour les mobiles réels, comme tu dis. Après, c'est possible de travailler avec certains de nos partenaires, notamment Experitest de Digital AI, qui fonctionne très bien avec Tosca sur des mobiles réels, pour faire ça, qui vient compléter cette partie-là. Mais Tosca va s'améliorer, enfin Vision AI sur la partie mobile native. Autre question que j'ai, qui reprend peut-être ça, c'est est-ce que les cas de tests type Neo peuvent s'exécuter en mode UI-less, Selenium Grid ou autre?
Si ça te parle, Tristan, ça. Il nous faut une image. D'accord. Donc, Donc UILess, donc API, hein, c'est ça plutôt? Vision AI n'est pas fait pour les tests API. Non. Ok. Là, on a le moteur API qui va très bien pour tester des API de tout type. Je prends peut-être d'autres questions. À partir de quelle version de Tosca? La 14. C'est vraiment en standard depuis la 14. Même si... Même avant, hein, là, j'ai pris la 13.4 par exemple. Tout à fait. Il faut activer le moteur, mais c'est, comme tu disais, c'est dans les licences, mais depuis au moins la 13.4. Et là, la démo, j'ai fait sur la 13.4. Ok. Alors, attends. Question aussi que je vois. En cas d'échec d'un test, est-ce qu'on peut recevoir une alerte et un aperçu du cas de test et de l'erreur pour pouvoir créer un défaut, un bug ou de manière efficace? Bah, ça c'est en standard dans tout cas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on a un échec, en fait, on va pouvoir, on a les logs hein, dans la partie exécution, dans la partie verte là qu'on n'a pas vu. Donc on peut associer un bug, enfin une issue plutôt, ou même une évolution d'ailleurs, Ok. à un résultat. Donc oui, on peut le faire. Ok, autre question intéressante qui est liée à Salesforce. Mhm. Salesforce, est-ce qu'on peut utiliser le module Vision AI? Mhm. Salesforce. Oui, alors a priori oui, hein, il y a pas de toute interface. C'est vraiment très universel. Donc toute interface peut être. C'est vrai que comme tu parlais de Citrix, d'ailleurs, on a formé, enfin, Tricentis a fait apprendre Neo même sur des vidéos YouTube. On a un élément visuel, une vidéo, on peut reconnaître des éléments en fait. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment compléter toute l'offre Tosca. Peut-être pour Salesforce, il ne faut pas oublier non plus le T-Scanner qui existe aussi, qui est aussi quelque chose dédié à Salesforce. Donc pour les applications packagées, il y a quand même des efforts qui ont été développés en ce sens. Donc SAP, ce serait pareil finalement. Pardon, Nico? Ce serait le même type de réponse pour SAP. Pour le Stat Scanner, c'est vraiment pour Salesforce. Là, pour le coup, on parle des API, on peut scanner une instance complète de Salesforce, qui est aussi une possibilité. Voilà. Et pour un SAP, donc l'interface graphique SAP, on peut utiliser Vision AI, mais également des moteurs déjà prévus pour SAP qui sont intégrés à Tosca. Oui, tout à fait. Alors pour SAP, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Bon, les moteurs existants vont aussi très bien. Faut dire ce qui est. Tosca marche très bien aussi. Il y a aussi un Recoder qui marche très bien. Donc peut-être que SAP n'est pas forcément un cas où on utiliserait Vision AI, mais on peut très bien le faire aussi. Dernière question que j'ai, et puis après on va mettre un terme à la séance d'aujourd'hui. Si Selenium ne trouvait pas un élément, un bouton qui a bougé, est-ce que nous on le trouverait? Bah là, je pense que oui. Clairement. Après, je pense qu'il faut vraiment essayer déjà, mais dans l'absolu, vu qu'on se base, là, en fait, c'est trop précis la question. Mais il y a de fortes chances avec Tosca, c'est quand même très résilient. Ne serait-ce que le moteur HTML, par exemple, puisqu'on parle de web, c'est déjà quand même, faut voir comment est-ce qu'on identifie à la base ce contrôle, et puis avec Vision AI, à quoi ressemble la page et comment Vision AI peut se débrouiller pour retrouver cet écran en fait. Si vraiment c'est quelque chose de similaire, on voit que le type d'objet et que Vision AI est capable de le retrouver, d'associer ça avec une zone dans la page et il comprend que ça correspond à cet élément-là, alors il va le retrouver sans problème. Mais là, c'est quand même plus une question précise et ça mériterait quand même un test pratique. Écoutez, je propose qu'on arrête là. Donc, de toute façon, l'enregistrement de webinaire va être disponible prochainement. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à remplir le questionnaire qui vous est proposé. Il y a 5 questions, je crois. Et puis, vous pouvez tout à fait suivre Atenco sur LinkedIn. Ça permettra de rester au courant des webinaires et des événements qui sont à venir. Puis, il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation aujourd'hui. Merci Tristan aussi pour la belle démo, ainsi que la participation active et les bonnes questions. Et puis, on vous dit à très bientôt pour d'autres événements. Merci Nicolas, merci à tous et bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.